avant de commencer cette première table ronde, j'ai plus besoin de vous donner envie d'écouter ou de parler d'intelligence artificielle. J'aimerais rajouter une ou deux petites choses. Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, qui a créé ChatGPT, vient de visiter le monde. Il a été sur 6 continents, il vient juste de terminer. Il a visité 24 villes. Il a été posé des questions à tout le monde concernant l'intelligence artificielle. Alors c'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est qu'il considère que son client principal, c'est le monde, c'est tout le monde. Première chose. Et deuxième chose, il a fourni immédiatement un compte-rendu de ce qui s'est dit. Et dans le monde, tout le monde a à peu près les mêmes préoccupations et les mêmes attentes. Des attentes vis-à-vis de la santé, des attentes vis-à-vis de certaines optimisations et des craintes vis-à-vis des fake news ou vis-à-vis de problèmes de sécurité, comme l'évoquait Virginie. Donc c'est intéressant quand même de prendre ça en compte. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le train est déjà en route. Accenture, par exemple, vient d'investir 3 milliards dans l'intelligence artificielle. Gilles nous en parlait tout à l'heure. C'est un des plus gros cabinets de consulting, 3 milliards. Mercedes va mettre ChatGPT dans toutes ses voitures à partir de la rentrée. Donc c'est déjà quelque chose de remarquable. Alors quand on a préparé cette table ronde, ne pas prendre du retard, c'est déjà prendre de l'avance. On s'est dit, il faut qu'on applique un petit peu l'intelligence artificielle, où on voit comment on peut l'appliquer à nos métiers. Donc on s'est posé la question, à quoi sert l'intelligence artificielle ou à quoi peut-elle servir pour les sociétés de réseau et télécom, pour nos sociétés de réseau et télécom en interne? Et également l'intelligence artificielle, à quoi peut-elle servir pour nos clients? C'est l'objet de cette table ronde, c'est les réflexions qu'on va essayer de partager avec vous. Et pour les partager avec nous, j'ai la chance d'avoir Erwan Salmon qui va nous rejoindre sur scène. Erwan. Au passage, je te donne un micro. Tu peux aller t'asseoir sur le siège au fond. J'ai la chance d'avoir Laurent Silvestri qui va nous rejoindre. Ludovic Rateau. Et Christophe Auverger. Voilà. Laurent, je te donne un micro également, et le mien doit fonctionner maintenant. Avant de commencer, si on était dans l'écosystème pur du CDRT, ça n'aurait pas été utile peut-être que je vous demande à chacun de vous représenter, mais comme aujourd'hui on a la chance d'avoir un public un petit peu plus large, je vais essayer d'en profiter pour vous demander à chacun de nous redire un petit peu qui vous êtes et ce que propose votre société. Erwan, est-ce que je peux te demander de commencer? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc, Erwan Salmon, je suis le directeur général de RingCentral en France. Donc RingCentral, on est une société américaine, on est le leader du UCaaS et on est aussi le 4e acteur mondial du CCaaS. Donc tout ce qui est communication unifiée dans le cloud public et tout ce qui est dans la relation client dans le cloud public également. Merci. Laurent, est-ce que je peux te demander... Alors, j'ai vu que ton titre est un petit peu pudique, Strategic Alliance Officer, parce que tu as une présence beaucoup plus large dans notre domaine. Tu es notamment le président du CDRT. Oui, tout à fait. Donc, je suis surtout aussi cofondateur d'un opérateur qui s'appelle Destiny. Donc, Destiny est un opérateur européen qui est présent dans 7 pays, de la France jusqu'à la Suède, on va dire. On est aussi éditeur de solutions de communication d'entreprise et notamment leader de l'intégration des solutions de communication dans les environnements Teams ou leader de l'intégration des solutions de communication dans les réseaux mobiles pour faire des solutions de communication d'entreprise mobile. C'est un groupe qui a maintenant 900 salariés et qui fait 250 millions de chiffre d'affaires. Merci. Ludovic, est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous représenter un petit peu Ringover? Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis Ludovic Rateau. Je suis le directeur technique de Ringover et aussi son cofondateur. Pareil, on fait aussi des communications pour entreprises. On est éditeur de logiciels, mais aussi opérateur. Donc, on a ces 2 métiers qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, on est présent en France, aux États-Unis, au UK et en Espagne. Merci. Christophe?
Oui, bonjour, merci de votre présence. Donc, moi, je suis Christophe Auberger, je suis le cybersécurité évangéliste et stratégiste chez Fortinet. Fortinet, c'est un des leaders mondiaux de fournisseurs de solutions de cybersécurité, pour faire simple. Voilà. Et effectivement, on a toujours besoin de cybersécurité, même dans l'intelligence artificielle. Oui. Laurent, j'ai envie de te poser la première question. L'intelligence artificielle, déjà, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que déjà tu l'utilises à la fois en interne pour tes besoins et à la fois pour certaines applications, pour certains de tes clients? Oui, alors comme ça nous a été présenté par Virginie, je crois que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est apparu en décembre 2022 avec ChatGPT. On en parle depuis déjà de nombreuses années. Au sein de Destiny, on l'utilise depuis très longtemps. Ça a commencé quand on a lutté contre le piratage téléphonique. On a stocké toute la donnée d'historique de consommation de nos clients. On a fait toutes ces analyses qui nous ont permis de détecter des anomalies dans leur consommation, que ce soit le jour, la nuit, durant les jours fériés, et donc de bloquer les destinations d'appel quand nos clients se faisaient pirater. Donc on a commencé en 2008, quand on a pris 50 000 € de piratage à notre charge et qu'il a fallu commencer à se protéger. Donc oui, on utilise l'intelligence artificielle en interne. On l'utilise aussi évidemment dans nos développements pour nos clients. On l'utilise aussi pour développer, ou en tous les cas, on commence à tester l'IA pour le développement. C'est devenu en fait la normalité, j'ai envie de dire, d'utiliser l'intelligence artificielle comme un des outils qui va permettre de résoudre des problèmes, apporter des solutions, que ce soit pour nous en interne ou dans les solutions qu'on apporte à nos clients. Christophe, je crois que quand on a parlé, toi tu m'as dit, nous on l'utilise surtout pour nous en interne, pour construire, concevoir nos solutions. Oui, tout à fait. Je pense que ça va étonner personne. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui travaillent dans la cybersécurité parlent beaucoup d'intelligence artificielle. Alors il y a parfois un côté, on va dire, marketing et buzz. Pour autant, c'est extrêmement utile. Nous, on l'utilise également depuis très longtemps. On a commencé les premiers essais en 2006 et on l'utilise de manière opérationnelle depuis 2008-2009, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle les bases de connaissances. En cybersécurité, vous savez, il y a deux approches. Il y a une approche protection et une approche détection. L'approche protection, c'est justement de reconnaître les malwares, de reconnaître les virus, les tentatives d'intrusion, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est extrêmement agile, extrêmement rapide, puisque ces malwares évoluent très très vite. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas chez nous, 95 à 98% des signatures ne sont pas générées par l'humain. C'est complètement fait par la machine, c'est complètement automatisé. Et alors ça apporte plusieurs avantages. Un, c'est la rapidité, c'est 400 fois plus rapide. Ça veut dire que quand on a un malware, on est capable de sortir la signature, en fait, même si ce sont un peu plus compliqués que du pattern matching, puisqu'on a des signatures polymorphes. Ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de sortir des signatures pour des malwares que personne n'a encore rencontrés et qui ne sont jamais déclenchés. En fait, sur chaque sample, sur chaque fichier qu'on va analyser, on va sortir entre 10 et 15 000 caractéristiques. Et si ces caractéristiques correspondent effectivement à des caractéristiques d'un malware, on peut raisonnablement penser que c'en est un. Et donc, on va le taguer en tant que malware et on va sortir la signature. Et ça va permettre de pouvoir arrêter des virus, des chevaux de Troie, enfin des malwares au sens large, qui n'ont jamais été rencontrés, qui ne sont jamais déclenchés, mais de pouvoir les arrêter. Et ça, c'est possible grâce à du deep learning et des réseaux de neurones profonds qui tournent constamment et qui sont éduqués depuis maintenant 12 ou 13 ans et donc qui ont un niveau de performance extrêmement efficace. Aujourd'hui, on a plus de faux positifs du tout et on a une pertinence qui est extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est une des premières utilisations, c'est pas la seule, mais c'est une utilisation qu'on a en interne et qui est au bénéfice de nos clients en fait, même si les clients ne le voient pas forcément. Erwan, à l'opposé, toi tu me disais, nous on utilise l'intelligence artificielle surtout pour proposer des nouvelles offres de services, des nouvelles applications à nos clients. Oui, alors exactement. Alors en plus, c'est vrai qu'on a aussi, en interne, on l'utilise aussi, ce qui permet de sortir des nouvelles offres. Là, par exemple, récemment, on vient de sortir une offre qui s'appelle RingSense. Ça veut dire quoi en fait? Ça permet à nos équipes commerciales d'aller, une fois qu'ils sont en conversation avec un client, d'aller récupérer le résumé et d'aller mettre les informations directement dans leur CRM. Donc nous, on utilise Salesforce. Donc tout ce qui est un peu fastidieux que les commerciaux doivent remplir
pour pouvoir apporter de l'information et avoir une trace, ce sera fait automatiquement à la fin de la conversation. Après, il y a un sanity check de la part du commercial, par exemple. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des outils qui nous intéressaient tout d'abord chez nous en interne pour améliorer l'efficacité commerciale et qui vient de sortir un produit chez Ring Central pour nos clients. Mais c'est vrai qu'on est plutôt orienté client, aussi bien sur la partie communication unifiée que sur la partie relation client. On apporte beaucoup de fonctionnalités grâce à l'intelligence artificielle. Tu me disais, il y a 5 raisons pour nous d'utiliser l'intelligence Ouais, artificielle. alors, donc la première raison, c'est évidemment la raison, c'est d'améliorer d'améliorer toutes les tâches administratives. Comme disait Virginie tout à l'heure, tout ce qui est répétitif. Donc essayer de gommer tout ce qui est répétitif. Donc le Ring 5, c'est une première approche. Ensuite, c'est tout ce qui va améliorer l'expérience utilisateur. Sur la communication unifiée, notamment, c'est tout ce qui est diminuer les bruits ambiants lors de conversations vidéo, lors de conversations audio. Et ça, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'aller les gommer plus facilement. Après, c'est tout ce qui concerne l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur plutôt orientée dans ces cas-là relation client, parce qu'il y a des vraies demandes au niveau relation client. Ensuite, il y a tout ce qui est sécurité. Donc sécurité, ça nous permet notamment d'aller vérifier. Alors nous, on fait beaucoup de digital et de voix, notamment dans la relation client. En France, on a racheté une société qui s'appelait Dimelo il y a 3 ans, donc on est assez fort dans le digital. Donc ça allait de vérifier tout ce qui est, je sais pas, toutes les attaques qu'on pouvait avoir sur la partie digitale, qu'on arrive à identifier beaucoup plus facilement sur cette partie grâce à l'intelligence artificielle. Et donc ça fait partie des grands vecteurs en fait aujourd'hui qu'on utilise chez Ring Central. Ludovic, et toi, et vous, comment vous l'utilisez, l'intelligence artificielle ? Alors, tous ces sujets-là sont très parlants pour nous, parce qu'en fait, on les fait aussi. Évidemment, nous, on est parti d'un postulat assez simple et des problématiques côté client, que d'ailleurs, Erwan t'a bien expliqué. Quand on est manager de commerciaux aujourd'hui ou manager d'un service client, on n'a pas le temps d'écouter l'ensemble des conversations de ses agents. Ok, c'est fastidieux, on pourrait y passer jour et nuit, je pense qu'on n'arriverait pas à écouter vraiment l'ensemble et à comprendre l'ensemble des problématiques clients. L'IA permet justement de ressortir ces informations-là des conversations. Les conversations, c'est quelque chose d'hyper important pour le client, les conversations avec ses propres clients. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, ok, les MP3, donc les enregistrements des conversations, attention, vous n'avez pas le droit d'enregistrer l'ensemble des conversations, etc. En tout cas, ces MP3 sont des boîtes noires pleines de richesses pour le client. Il faut arriver à sortir des informations pertinentes de ces enregistrements et, comme tu disais, le pousser dans le CRM. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de pouvoir aussi bien monter en compétence rapidement les agents, mais aussi le futur, ce qu'on voudrait faire, c'est de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui est un bon rendez-vous, qu'est-ce qui est un mythe, justement une belle visio faite et qui va arriver à transformer, qu'est-ce qui est un mauvais rendez-vous. Quand on aura réussi à classifier justement ces différents cas, on pourra se dire ok et faire des prédictions en se disant je pense que mon pipe commercial va signer à hauteur de temps. Et grâce à l'IA, on peut vraiment, comme on disait tout à l'heure, apprendre des use cases, apprendre des cas d'usage et ressortir justement de la valeur de ces conversations qui aujourd'hui sont des boîtes noires qui tous les 6 mois voire 1 an s'effacent dû à l'RGPD et compagnie. Là, ça permet vraiment de ressortir de l'information de ces enregistrements et les pousser aux bons endroits pour garder cette information-là et toujours mieux servir les clients, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. C'est ce que vous appelez Empower ? C'est ce qu'on fait sur Empower, qui est notre solution d'analyse conversationnelle sur Ringover. Et ça permet de mettre en place des métriques aussi, des outils de... Ça met en place des métriques, des statistiques. Demain, on voudrait pouvoir justement... pas classifier, c'est un mauvais mot, mais en tout cas sortir des axes d'amélioration pour chacun des agents, peut-être même en temps réel, c'est l'objectif de tout le monde. Aujourd'hui, on le fait post-appel. Si on arrive à le faire vraiment de façon temps réel et qu'on peut se dire, ok, peut-être que tu poses trop de questions, peut-être que le client pose trop de questions, peut-être que tu n'es pas clair dans tes dires, et ça permettrait justement en temps réel de modifier le comportement de l'agent lors de la vente ou lors d'une relation client de type support. C'est ça qu'on veut mettre en place aujourd'hui chez Ringover. Et peut-être même, pourquoi pas, de le guider un peu avec des pop-up à certains moments en cours de conversation. Exactement. Si on arrive en temps réel à pouvoir lui dire, voilà, voici la transcription des informations, mais surtout, voici les pain points qui sont remontés, peut-être, voilà, quand vous avez un discours commercial, vous faites une belle démo, vous faites la démo, vous parlez du budget, qui est vraiment décideur au niveau du budget, etc. Et toutes ces informations-là peuvent être extraites, popper directement, et même pour vous, si vous êtes un commercial, vous n'avez plus cette charge mentale d'oublier potentiellement de poser 1 ou 2 questions et après de continuer par mail. Vous êtes sûr d'avoir un script qui est automatiquement qualifié, qui va vous dire ok, tu as peut-être oublié de parler du budget, c'est quand même le plus important ici, non ?
Erwan, tu voulais intervenir? Ouais, juste pour ajouter par rapport à ce que dit Ludovic, hein, qui est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que notamment dans la partie relation client, c'est ce qu'on appelle l'agent augmenté, donc ça existe déjà. Donc en fait, on analyse en temps réel la conversation et donc on va lui donner des informations. Et ce qu'il faut comprendre aussi, notamment dans la partie relation client, ce qui est important, c'est la formation des agents, parce que ça tourne assez. Enfin, c'est pas des gens qui sont là pendant 10 ans, donc généralement ils ont quand même des groupes RH. Et un superviseur, en moyenne, ça va écouter 7 conversations par mois. Quand on mélange l'intelligence artificielle, ça écoute 100% des conversations, que ce soit voix et digital. Donc ça permet de faire des extractions et de regarder ce qui va et ce qui ne va pas, et d'aller justement flaguer les dysfonctionnements d'un centre de contact. Donc ça, c'est important, et c'est grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y aurait pas assez d'humains dans l'entreprise pour pouvoir justement analyser l'ensemble des conversations et améliorer le centre de relations clients de nos clients. Et ça, vous avez déjà un retour, par exemple, avec le ressenti des agents qui se sentent peut-être un petit peu surveillés ou pas? Ouais, non, parce qu'ils savent de toute façon la conversation est enregistrée. On le dit à la personne qui appelle, s'il accepte ou qui refuse. Donc ça fait partie des coutumes en fait d'un centre de contact. Et c'est pris dans le sens, pas pour pouvoir faire du point out en disant vous êtes mauvais, simplement pour leur dire voilà, on te conseille de faire ça. Si tu faisais ça, tu aurais un meilleur, etc., etc. Tu serais meilleur, tu aurais une meilleure relation avec ton client et l'entreprise serait mieux vue de la personne qui a appelé et qui posait des questions. Et ça, on l'a dans le centre de contact, et ça arrive maintenant aussi dans l'entreprise pour des gens qui ne sont pas forcément tagués centre de contact. Christophe, je crois aussi vous observez de l'analyse comportementale pour détecter un petit peu des comportements à risque. Oui, aujourd'hui, c'est une grande partie de la cybersécurité. Hein. Quand on entend parler d'intelligence artificielle en cybersécurité, c'est très souvent du machine learning et c'est très souvent lié justement sur la notion d'analyse comportementale. Je parlais tout à l'heure de la partie signature. Alors effectivement, on arrive à faire des choses très intéressantes, mais aujourd'hui, c'est insuffisant, puisque de toute façon, il y a des choses qui passeront à travers les mailles du filet. La capacité et la rapidité à laquelle les cybercriminels ou en tout cas les gens qui mènent les attaques sont capables de générer des malwares ou des vecteurs d'attaque extrêmement importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 95% des malwares qui se trouvent dans la nature, si on peut dire, n'existaient pas hier et n'existeront plus demain. Ça veut dire qu'ils sont nouveaux. Donc effectivement, on imagine bien qu'un système par signature, aussi performant soit-il, va laisser passer des choses. Donc l'autre possibilité pour faire la détection, c'est justement de se baser sur le comportement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va utiliser du machine learning pour définir le comportement normal, entre guillemets, d'un utilisateur. Et puis si on sort de ce comportement, là aussi, on peut penser qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alors ça peut être effectivement des erreurs humaines, mais ça peut être beaucoup des attaques ou des tentatives d'attaque, ou en tout cas des compromissions. Parce que s'il faut comprendre aussi, c'est que même si dans l'inconscient collectif, on a l'impression de voir qu'une attaque, c'est quelque chose qui se mène en une fois, c'est pas vrai. Il y a toute une chaîne, il y a une primo-infection, il y a la première livraison, il y a toute une chaîne. Et donc, c'est extrêmement intéressant et important de pouvoir le détecter au plus vite pour pouvoir briser cette chaîne d'attaque avant l'aboutissement, qui est en général le chiffrement des fichiers ou l'exfiltration des données, ou souvent les deux maintenant aujourd'hui, et donc de mettre la pression sur la victime. Donc effectivement, cette notion de comportement, de définition du comportement, elle est extrêmement importante. Je donne un exemple très simple. Il y a énormément de botnets qui circulent, donc qui sont des logiciels zombies qui vont s'installer sur votre poste de travail et qui vont le transformer en un acteur de la menace. Et derrière, ces réseaux seront loués ou vendus, la plupart du temps loués, par des gens qui veulent les utiliser pour envoyer du spam, pour mener des attaques, pour casser des codes. Enfin voilà, en général des choses qui sont répréhensibles toutes. Et c'est très difficile de détecter les botnets parce que justement ils sont très versatiles, ils changent beaucoup, les gens les rendent coach, changent l'ordre des fonctions. C'est très difficile. Par contre, ce qu'on sait, c'est quand un poste se connecte sur un centre de commande et de contrôle, il y a un botnet dessus. Donc, il suffit d'observer le comportement. Si le poste se connecte à un centre de commande et de contrôle, on en déduit qu'il y a un botnet, on peut réagir. En général, on le met sur un VLAN de remédiation ou en quarantaine, et puis derrière, on peut aller faire le nettoyage. Donc voilà, un exemple très simple et extrêmement efficace de l'utilisation du machine learning dans le contexte de la cybersécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on tente de faire, c'est d'aller un cran plus loin, de ne pas modéliser uniquement le comportement normal, mais également de modéliser les comportements d'attaque pour réagir encore plus vite. Et donc, et surtout, ça a été dit tout à l'heure, le machine learning, ça donne des scores, ça donne des statistiques. Alors effectivement, quand on a 99, quand on a 0,1, on ne se pose pas trop de questions, on sait que c'est sain ou pas sain. Malheureusement, il y a toute une frange grise quand on est entre 55 et 60 ou 45. C'est beaucoup plus difficile de dire est-ce que je suis sous attaque. Et donc, si on arrive à modéliser à la fois le comportement utilisateur et le comportement d'attaque, ça permet d'avoir des scores beaucoup plus précis et finalement de sortir de ces zones grises et puis de fonctionner entre
90 et 100 d'un côté et entre 0 et 10 de l'autre. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que là, on ne se pose pas de questions et on peut réagir très vite. Oui, c'est sain, oui, non, c'est malsain. Et donc ça, c'est intéressant. Et de toute façon, le temps de réponse est vraiment crucial en cas d'attaque. C'est l'élément essentiel. Plus on détecte tôt, moins il y a de dégâts qui ont été faits, plus c'est simple à réparer et moins il y a de conséquences. Donc effectivement, le temps joue en faveur de l'attaquant et donc il faut le réduire à son strict minimum. Et la machine learning est un des moyens qui permet de réduire ces temps par une détection efficace. Laurent, l'analyse comportementale, le profiling des clients, c'est quelque chose que tu regardes aussi de près. Oui, alors on le regarde de plein de manières. C'est-à-dire qu'en interne, on analyse par exemple les comportements d'usage des utilisateurs de nos applications. Que ce soit notre application de téléphonie, où on va traquer en fait les moindres mouvements des utilisateurs, comprendre les usages qu'ils ont, ceux qu'ils n'ont pas, essayer d'anticiper quelque part leurs besoins ou de chercher à comprendre pourquoi ils n'utilisent pas telle ou telle fonctionnalité. Ensuite, on l'a aussi, comme on disait tout à l'heure, on parle de sentiment analysis, de speech analysis, où en fait, finalement, on va avoir deux objectifs avec l'IA. Le premier, c'est peut-être d'abord d'être l'assistant personnel de l'appelant, et puis d'un autre côté, de créer une meilleure relation entre l'appelant et l'appelé, on va dire. Donc on va aider l'appelant et l'appelé à mieux communiquer. Donc en temps réel, on pourrait aujourd'hui, c'est pas en temps réel, hein, mais pour le moment, on enregistre les appels et puis on retranscrit ces appels, donc avec du speech recognition et puis ensuite du text-to-speech, du speech-to-text. On reconnaît et on transcrit ces appels. On est capable de faire un nuage de mots sur une conversation, par exemple, pour sortir les mots-clés d'une conversation. On est capable de sortir les mots rouges et les mots verts, et donc de coacher cet agent. L'idée, c'est pas de fliquer l'agent, mais vraiment de le coacher, donc de remplacer le superviseur d'une certaine manière et de lui donner des conseils au quotidien dans sa conversation, l'aider à profiler l'utilisateur d'une certaine manière, à profiler son interlocuteur plutôt, à comprendre si la personne est en colère, à quel âge elle a, sexe masculin, féminin, etc., bien évidemment. Mais comprendre en fait où va la conversation et être à l'écoute de l'interlocuteur plutôt que s'écouter parler, ce qui est souvent aussi un problème. Donc, encore une fois, tout ça, c'est basé sur de la donnée. On a la donnée du CRM, on a la donnée de l'outil ticketing, on a la donnée des outils des communications téléphoniques. Et à partir de là, on va continuer de renforcer la donnée CRM finalement. Et on va permettre à l'entreprise et à l'utilisateur d'être plus dans l'anticipation et dans une réponse beaucoup plus adaptée en fait aux besoins de l'interlocuteur. Ce qu'on voit, c'est que finalement, au-delà de l'expérience client ou l'expérience utilisateur qu'on veut donner, on est de plus en plus dans une logique de personnalisation de cette expérience pour vraiment répondre de manière spécifique à une personne face à un historique d'appel, un comportement, etc., etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand un appelant appelle un centre support, à 82%, c'est pour des besoins très basiques. Donc on peut tout à fait automatiser la réponse finalement de ce besoin basique. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que dans une analyse, quand un client appelle 3 fois le support en 2 mois, il a 90% de chances de résilier. Donc si on analyse toutes ces choses, on se rend compte qu'on peut avoir des tâches anticipatives qui vont permettre d'anticiper en envoyant un email ou même en déclenchant un appel, juste par l'analyse en fait, des comportements et de la donnée. C'est l'outil que vous appelez Engage chez Destiny ? On a une filiale, en effet. On a acheté il y a 1 an un spécialiste de l'intelligence artificielle avec des développeurs en Égypte, une centaine de développeurs, qui a sorti sa première plateforme chatbot, voicebot, qui s'appelle Destiny Engage, pour faciliter les interactions clients, évidemment. Ludovic, pour utiliser tous ces outils, il faut aussi que les utilisateurs un peu les adoptent, les prennent en main, y croient. Comment est-ce que vous faites pour les convaincre ? Alors, bien sûr, ouais, il faut de la data, en plus pour toujours améliorer en plus toujours ces outils. Au début, on a une analyse conversationnelle basée sur justement un apprentissage qui est fait par exemple sur nos propres conversations, mais elle ne reflète pas du tout les usages de nos clients. Donc il va falloir justement leur démontrer que ça les sert au quotidien,
arriver à justement trouver quels sont les cas d'usage qu'ils ont dans leur métier, arriver à vraiment spécifier. C'est pour ça que, bien sûr, il y a des GPT, etc., qui sont super, avec énormément de milliards de paramètres dans leur large language model. Nous, on pense que justement, il y aura un moment où il faudra personnaliser exactement, peut-être même un jour, j'en sais rien, client par client, d'avoir un modèle de personnalisation exprès d'IA pour ce client-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces données. Mais attention, bien sûr, les données sont hyper importantes. Ne les poussez pas n'importe où, ne les stockez pas n'importe où. C'est quelque chose c'est une richesse dont vous disposez. Mais en tout cas, je pense qu'à moyen terme, long terme, je pense que chacun aura son propre modèle un peu basé sur son métier, ses use cases, comme tu disais tout à l'heure. On va vers l'hyper-personnalisation de la relation client. Chaque entreprise va avoir un besoin et va vouloir répondre à son client d'une certaine manière. Et ça, bien sûr qu'on peut justement le faire avec de l'IA, mais je pense qu'il faudra vraiment aller sur l'hyper-personnalisation des modèles sur ce sujet. Erwan, hyper-personnalisation, on est d'accord, c'est important. La relation avec le RGPD, ça ne complique pas trop les choses? Comment est-ce que vous gérez ça? Non, on va faire attention aux données qu'on va manipuler, c'est tout. Par contre, je peux rebondir sur tout à l'heure ta question, c'est de dire comment s'assurer que les utilisateurs vont apprécier l'intelligence artificielle. Déjà, il faut leur donner des choses qui servent à quelque chose pour eux. Donc, je vais donner 2 exemples. Pourquoi je l'utilise au quotidien, moi? Donc, chez Ring Central, en fait, on a le résumé de toutes les réunions de visioconférence, par exemple. Et quand on est sur plusieurs visions en parallèle, plutôt d'aller se recoltiner 1 heure de visio, c'est quand même pratique d'avoir le résumé. Et puis aussi, on a la transcription en temps réel de la conversation. Alors, c'est assez utile pour les personnes qui ne parlent pas forcément anglais dans la fin de la structure, quand on a des calls en anglais, ou même moi, si je parle correctement anglais. De temps en temps, il y a des accents qui sont assez compliqués. Et en fait, pendant la conversation téléphonique ou la visio, en fait, on voit le texte qui est écrit en anglais, et c'est quand même beaucoup plus facile pour pouvoir répondre, parce que nous, on a quand même pas mal d'accents assez forts, notamment des Indiens. Donc, des fois, c'est pas facile à comprendre. Et donc, du coup, ça aide au quotidien. Et je pense que quand on arrive à expliquer aux gens à quoi ça sert et pourquoi ça sert, si c'est utile, ça va être adapté assez fréquemment et assez facilement. Et chez Ring Central, tout le monde utilise ces 2 fonctionnalités. C'est 2 parmi tant d'autres, mais c'est ce qui permet de développer et de s'assurer que l'intelligence artificielle va avoir un vrai intérêt pour les personnes qui s'en servent en fait. Est-ce que tu as l'impression que tu changes de métier un petit peu parce que c'est plus les mêmes propositions on enrichit en fait nos solutions de communication unifiée. Alors, je pense qu'il y a une plus grosse révolution sur le centre de contact. Par contre, sur les communications unifiées, c'est un enrichissement des fonctionnalités. On est coutumier, on sort à peu près 250 nouvelles fonctionnalités sur notre visio et notre téléphonie tous les ans. Donc, je pense que c'est intéressant. J'ai aussi un sondage, c'est pour ça que j'ai une fiche, c'est qu'on a fait un sondage récemment sur l'intelligence artificielle et j'ai 3 chiffres à vous donner qui, je pense, sont intéressants. Le premier, c'est que 51% des jeunes collaborateurs de 21 à 34 ans considèrent que les avancements en matière d'IA impacteront leur travail de manière positive. D'accord ? Il y a seulement 17% des salariés français qui considèrent que l'IA est un danger et va les remplacer. Par contre, quand on demande aux chefs d'entreprise un horizon à 20 ans, il y a 39% des chefs d'entreprise qui pensent que la technologie évoluera de telle sorte que de nombreux postes seront supprimés. Donc sur le court terme, on voit plutôt quelque chose qui soit positif. Par contre, les chefs d'entreprise sur du long terme pensent qu'il va y avoir quand même une modification forte de leur structure. Ok, c'est effectivement très intéressant. Christophe, avoir des belles solutions, des beaux outils, faire du beau profiling, c'est intéressant, mais il faut surtout les configurer, les paramétrer. Il faut avoir des solutions qui soient bien prêtes pour fonctionner dans l'entreprise. C'est aussi un problème important parfois. Oui, absolument. C'est toute la problématique en matière de cybersécurité. Alors on parle d'équipements qui sont certifiés, qualifiés, de labels, de choses comme ça. Oui, c'est très intéressant et c'est très important. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'on est dans un monde qui évolue et qui évolue très vite. Et un équipement, une solution qui est configurée parfaitement
à un instant T, elle ne le sera plus forcément dans un mois, dans 2 mois, voire plus. Un exemple simple et assez flagrant, ce qu'on appelle les Web Application Firewall, donc qui sont des solutions qui sont frontales des services web exposés et qui vont les protéger, éviter les attaques, éviter les tentatives d'extorsion et d'exfiltration de données. Aujourd'hui, la plupart des services web des entreprises fonctionnent en mode CICD, donc en développement continu, et par rare, moi j'ai des clients qui ont 1 à 2 versions par jour. Donc le pare-feu qui était devant et qui était parfaitement configuré aujourd'hui avait raison d'1 à 2 versions par jour. On imagine bien que dans 6 mois, la ressource qui est derrière, elle a tellement changé qu'en fait la configuration est complètement inadaptée et du coup elle rend plus service et du coup l'équipement, enfin les services web sont exposés. Donc pour pallier à ça, là aussi on va utiliser du machine learning et là non pas pour détecter les attaques, mais pour détecter les modifications de la ressource qu'on est en train de protéger et adapter la configuration en fonction de ça. Donc ça c'est des fonctions qu'on appelle le plug and forget, hein, c'est-à-dire on configure une fois puis on oublie. Alors c'est pas forcément complètement exact, mais en tout cas, on va avoir une auto-configuration de l'équipement en fonction de la modification justement de la ressource qu'il est en train de protéger. Et l'intérêt de ça, c'est justement qu'on n'a plus ce décalage, parce qu'effectivement, on a tous connu des solutions de cybersécurité qui, à un moment donné, étaient bien installées, bien configurées, et puis qui, au bout d'un certain temps, ne répondent plus du tout aux besoins. Et c'est là que l'attaque va survenir, parce qu'on va exposer des ressources, on va exposer des vulnérabilités, et on peut compter à coup sûr qu'elles seront exploitées. Donc effectivement, cette notion de machine learning utilisée non pas pour protéger directement la solution et détecter les attaques, mais pour voir les évolutions de configuration qui sont faites sur les actifs qui sont protégés et adapter automatiquement la configuration. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle parce que c'est très à la mode, mais ça, c'est des solutions qui existent depuis quelques années déjà. Avant, on parlait d'auto-apprentissage, donc effectivement, c'est moins marketing, donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. En réalité, effectivement, c'est du machine learning, mais effectivement, c'est extrêmement intéressant et ça répond à un vrai besoin, une vraie préoccupation des clients et des gens qui installent, qui délivrent ces solutions-là. Laurent, vous êtes un petit peu aussi un éditeur de logiciels aujourd'hui chez Destiny. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire du code, avec quel type d'outils? GitHub, par exemple? Ouais, tout à fait. GitHub Copilot, d'ailleurs, qui nous permet de corriger notre code ou de générer du code. Alors, c'est plutôt en mode correction pour le moment, pas trop en mode génération de code. Mais on a monté des plateformes dans nos data centers pour en effet... suivre la qualité de ces développements et bon, d'abord protéger nos données évidemment, hein. Donc l'intégrité, c'est quand même d'héberger ces données chez soi. On utilise des projets open source pour le faire les équipes ont commencé à intégrer, dans toutes les équipes de développement, à intégrer GitHub GitHub Copilot dans les process. Ouais. Erwan, de votre côté, en termes de code, vous proposez aussi pas mal d'API, d'usage de vos outils en mode API, c'est-à-dire des ouvertures vers le code, un petit peu. Comment ça se passe chez vous? Aujourd'hui, on a plus de 5000 connecteurs qui existent sur le marché. Il y a 80 000 développeurs sur les solutions de Ring Central. Donc c'est assez important. Le gros sujet aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de la visio. Donc toutes les SDK sur la visio ont été publiées par Ring Central. Donc vous pouvez intégrer la visio de Ring Central un peu dans n'importe quoi, dans toutes vos applications. Et l'étape suivante, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a ouvert toutes nos API sur l'intelligence artificielle pour que justement on puisse analyser tout ce que je disais, la transcription en temps réel, les résumés, c'est quand même assez lié aussi à la visioconférence. Et donc tout ça, on a ouvert nos API côté intelligence artificielle pour que tous nos clients ou nos intégrateurs puissent les utiliser et aller enrichir en fait leurs solutions et leurs applications en interne comme en externe. Ça, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais c'est l'ouverture vers des outils. C'est l'ouverture. Donc on donne nos contenus d'intelligence artificielle et comment on les attaque grâce à nos API. Et puis sur la partie visio, c'est tous les SDK visio qui permettent d'intégrer justement notre visioconférence dans n'importe quel type d'application métier. Ludovic, c'est important d'avoir des ingénieurs, donc d'avoir des gens qui sont capables de faire du développement, de l'intelligence artificielle. Dès qu'on veut le mettre en œuvre, c'est du développement informatique. Oui. Et c'est très très important. En effet, on disait tout à l'heure, l'IA est un formidable outil qui nous sert à la fois en code, à la fois pour des use cases clients, beaucoup d'applications possibles. Et pour faire ces applications et arriver à faire de la valeur, parce qu'on cherche tous à
à créer de la valeur dans nos produits, il faut avoir des gens qui comprennent ce qu'ils font, ces ingénieurs NLP qui vont participer justement à soit à la création de langages, soit à tuner des langages existants et arriver à les faire devenir un tout petit peu déterministes. Parce que, en effet, les usages sont énormes, le possible est énorme et il faut vraiment avoir cette compétence, exactement comme on a certains développeurs qui maîtrisent le code des applications. Il faut avoir des gens qui vont pouvoir tuner ces modèles, les développer de sorte qu'elles servent un use case client, vraiment se poser et arriver à faire de la valeur autour de ça. Et ça passe par justement avoir des ingénieurs en interne. On a des ingénieurs qui sont français, très bons, on est très bons en France pour ça. Profitons-en et ne laissons pas juste des très très gros faire des choses merveilleuses. C'est pas trop compliqué pour des ingénieurs justement de travailler sur autant d'écosystèmes différents, avec autant de compétences différentes, sur des centaines de lignes de code aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, si on regarde le code, c'est tout de suite, même si ce sont des produits open source où on peut tout regarder, c'est quand même complexe à appréhender. Oui, alors l'avantage c'est qu'il y a des librairies qui existent, qui sont utilisées justement dans le code, qui simplifient grandement la vie. On n'a pas besoin justement d'aller profondément dans le code. Il y a des choses qui sont très efficaces aujourd'hui avec quelques lignes de code. Bien sûr, il y a le prompt de GPT où c'est très très simple, mais en tout cas, vous pouvez intégrer aujourd'hui des librairies qui marchent très bien et qui sont compatibles en général à la fois avec GPT, mais aussi avec l'ensemble la grande majorité en tout cas des LLM open source disponibles, donc les large language models. Christophe, justement, d'avoir autant d'outils les uns à côté des autres dans cette logique écosystème, ça ouvre pas des failles de sécurité importantes ou trop importantes? Si, alors pas forcément directement des failles de sécurité, mais en tout cas ça augmente fortement la complexité. Et la complexité, c'est l'ennemi de la sécurité, parce que forcément c'est complexe, c'est mal maîtrisé, et si c'est pas maîtrisé, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre. C'est un constat qu'on fait depuis longtemps maintenant, notamment en cybersécurité, parce qu'on a une contrainte qui est que la cybersécurité est faite de telle façon qu'on est obligé de déployer des technologies différentes, parce qu'on ne protège pas de la même manière un poste de travail qu'un serveur, un système de messagerie qu'un service web. Enfin voilà, il y a énormément de technologies, et pendant très longtemps, on était dans les approches qu'on appelle best of breed, des approches très silotées, où les gens, les entreprises prenaient la meilleure solution pour chaque domaine et puis constituaient ainsi des choses assez compliquées. Le CESA a fait une étude il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois, on avait fait ça, et en moyenne en France, une entreprise utilisait 15 à 16 solutions de sécurité. Ça veut dire 15 produits à déployer, 15 consoles sur lesquelles former les équipes, 15 produits à intégrer dans un environnement, et puis effectivement des zones d'ombre, parce qu'on a des choses qui sont très compliquées. Donc aujourd'hui, et nous c'est ce qu'on préconise depuis quasiment 10 ans maintenant, c'est d'avoir des approches de type plateforme, c'est-à-dire d'intégrer tout ça. On sait qu'on n'arrivera pas à trouver une solution magique pour protéger tous les systèmes et qu'on va déployer des technologies différentes. Mais ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'intégrer ces technologies au sein d'une plateforme, d'un framework. Gartner parle maintenant de quelque chose qu'ils appellent CSMA, donc Cyber Security Mesh Architecture, une architecture maillée. Nous, on parle de Security Fabric au sens tissu, donc maillage. On voit bien que tout ça, c'est lié. Et l'idée, c'est effectivement d'apporter des capacités d'intégration, de synergie et d'automatisation entre ces solutions. Alors, ça passe effectivement à travers des API, à travers des connecteurs, parce qu'on est bien conscient que les clients ne vont pas déployer une seule technologie, en tout cas un seul constructeur. Il va y avoir des constructeurs différents, mais il va falloir fédérer tout ça et au bénéfice de la sécurité, parce que d'un côté, ça va simplifier les choses, ça va préserver les ressources, faire en sorte que les gens qui fassent de la cybersécurité fassent vraiment de la cybersécurité et pas juste essayer de faire fonctionner des produits entre eux et les faire migrer au fur et à mesure des besoins de correctifs. Ça, c'est très important. Et puis surtout, on va changer de paradigme. Aujourd'hui, quand on est dans des approches best of breed, malheureusement, la somme des parties est inférieure à la valeur moyenne de chacune, parce qu'il y a de la perte, parce qu'il y a de la complexité. Et justement, cette approche sous forme de framework va permettre justement à la fois de masquer la complexité, d'avoir une visibilité de bout en bout, et puis d'apporter des fonctions et des automatisations. Un exemple très simple, un pare-feu qui va fournir un fichier douteux à un système d'analyse sandbox,
dans l'approche best of breed, le sandbox va vous avertir que potentiellement le fichier est un ransomware. Derrière, il faudra qu'il y ait des alertes, il faudra qu'il y ait des gens qui interviennent, il faudra bloquer les fichiers, il y aura tout un travail de fait. Si on est sur une approche intégrée, ce qui va se passer, c'est que le sandbox, il va avertir le pare-feu va générer une signature qui va envoyer au système de messagerie, au système EDR, au système de protection des WAF, enfin des services web, et automatiquement, du coup, vous avez un mécanisme de confinement automatique, et oui, certes, vous aurez 1 ou 2 postes infectés, mais il n'y aura que 1 ou 2 postes infectés, vous saurez où ils sont bloqués dans un VLAN de quarantaine, et puis voilà, ça ne va pas plus loin. Alors que si vous n'avez pas ça, vous pouvez très rapidement avoir des centaines de machines infectées, et là, c'est plus du tout la même énergie pour sortir de la crise. Donc voilà, c'est extrêmement important cette approche-là. C'est sur l'aspect fonctionnel, mais c'est aussi l'intégration du DevSecOps, la prise en compte. Ludovic, tu voulais rebondir un petit peu sur le DevSecOps, tu peux nous rappeler ce que c'est ? Ouais, alors on avait la partie développeur, on a eu après le DevOps qui faisait à la fois le lien entre l'opérationnel, le développement, comme ça on pousse tout en développement continu, et puis maintenant le Sec, donc la partie security qui vient s'intégrer dedans. D'ailleurs, j'avais une petite question pour toi, je m'excuse. Du coup, on a parlé beaucoup de protection des données, etc. sur Fortinet. Est-ce que vous voyez depuis l'IA justement des attaques qui sont beaucoup plus caractérisées et peut-être faites, j'en sais rien, à base de code généré sur du GPT ou... Oui, alors malheureusement, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle côté défenseur, hein, mais il ne faut pas se leurrer, les attaquants utilisent aussi l'intelligence artificielle depuis au moins aussi longtemps que nous. Typiquement, quand on voit des gens qui détectent des failles et des vulnérabilités dans les logiciels, à 99%, c'est détecté par des systèmes de fuzzing assistés par l'IA, par le machine learning, et en fait, c'est complètement automatisé. Donc effectivement, c'est effectivement une des problématiques. Il y a 2 aspects aujourd'hui côté attaquant. On constate des attaques effectivement de plus en plus sophistiquées. Alors vous voyez beaucoup dans la presse que le nombre d'attaques explose, que c'est exponentiel. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors oui, le nombre d'attaques augmente malheureusement parce que c'est un écosystème qui a un business model qui fonctionne. Hein. C'est lucratif et il n'y a pas beaucoup de risques. Donc forcément, la nature humaine fait qu'il y a peu de chances que ça s'arrête. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attaques qui aboutissent. C'est-à-dire, avant, sur 100 attaques, on avait peut-être 10 qui aboutissaient. Aujourd'hui, sur 100, il y en a 50 qui aboutissent. Donc effectivement, il y a plus de victimes parce que les attaques sont plus sophistiquées. Et elles sont plus sophistiquées pour 2 raisons. La première, c'est que l'écosystème des cybercriminels s'est structuré, s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de compétences. C'est complètement structuré, vous pouvez acheter des vulnérabilités, vous pouvez acheter des plateformes pour mener des attaques, vous pouvez acheter des réseaux de botnet, enfin voilà, vous pouvez ou louer, il suffit d'avoir la volonté, vous n'avez pas besoin de compétences, vous pouvez, il y a même aujourd'hui les plateformes de ransomware as a service, elles fonctionnent en partage de revenus, vous n'avez même pas besoin de faire l'avance de fonds, vous contactez les gens, ils vous donnent les accès à leur plateforme, vous lancez les attaques avec leur plateforme, et à la fin, ils relèvent les compteurs et ils prennent 50% de ce que vous avez généré comme revenu. Voilà, donc ça ne vous coûte rien en plus au départ. Donc il y a cette vraie problématique. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est une utilisation massive de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie détection de vulnérabilité. Alors on a beaucoup parlé de ChatGPT dans les cyberattaques, etc. Moi, je suis un peu plus mitigé. Oui, effectivement, il y a des chercheurs qui ont réussi à générer des malwares en utilisant ChatGPT. Au final, on se rend compte que c'est assez complexe, assez long, et finalement pas super efficace, et qu'il y a d'autres moyens de générer des malwares qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus accessibles aux cybercriminels. En revanche, ce que ça risque de faire, ces IA génératives, c'est d'améliorer pour les groupes qui ne sont pas des groupes très, très importants, les capacités de faire ce qu'on appelle du phishing, de l'hameçonnage. Aujourd'hui, une des portes d'entrée la plus fréquente des attaques, c'est le mail frauduleux. Et tout le jeu des cyberattaquants, c'est de le rendre suffisamment attractif, de pouvoir abuser suffisamment la confiance des gens pour que la personne clique sur le lien ou ouvre la pièce attachée. Là, ChatGPT, effectivement, a un intérêt parce qu'elle va permettre de générer des textes qui sont bien faits, qui sont pertinents, qui correspondent au contexte. Et probablement que ça va avoir une incidence parce qu'il y a plus de gens qui vont cliquer sur les liens et donc ça va encore augmenter le nombre d'attaques qui aboutissent. Donc je pense que le risque il est plus là que réellement dans la génération de malware où en fait il y a d'autres solutions plus efficaces. Surtout il n'y aura pas que le texte, il y aura potentiellement la voix, les deepfakes.
Oui, et après, la vidéo, oui. Et là, on est sur la problème de sécurité informationnelle, ce qui est un peu différent, où effectivement, quand je reçois une photo ou quand j'ai une nouvelle, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et aujourd'hui, il y a eu des duos qui ont été faits avec des chanteurs qui n'ont jamais chanté entre eux, et tout le monde s'est fait avoir. Et là, ça a bien marché, le ransomware as a service avec TSMC cette semaine. Oui. On leur demande 70 milliards. Absolument. 70 millions. 70 millions, c'est 70 déjà pas millions mal. de dollars, c'est déjà pas mal. Laurent, quand on en parlait, c'est aussi une histoire de stratégie, la sécurité, de se protéger. On parlait du cas de Netflix qui a eu même... Oui, tout à fait. Netflix qui a en fait donc une infrastructure mondiale pour héberger ces données et qui a développé une application qui s'appelle Chaos Monkey qui permet en fait de planter leur réseau un peu partout et de manière un peu aléatoire, donc que ce soit un routeur, de la bande passante, etc., etc. Donc évidemment, à la base, c'était des ingénieurs qui résolvaient les problèmes, et puis en fait, ces ingénieurs ont été aidés d'une IA qui a été traînée pour résoudre de manière automatique l'ensemble de ces plantages. Donc en fait, on a d'un côté Chaos Monkey, qui est disponible d'ailleurs pour tout opérateur. Hein. Si vous cherchez à planter votre réseau, prenez Chaos Monkey, il va le faire de manière automatique. Mais donc, ils ont réussi à développer cette IA qui est aujourd'hui quasiment autonome pour résoudre tous les problèmes de stabilité du réseau de Netflix. Donc, on est, nous, opérateurs, on a ces mêmes problématiques, que ce soit sur l'optimisation de la bande passante, comme Virginie nous disait tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on va analyser la bande passante par client, par région, par ville. Il y a des tendances, en fait, qui sont évidemment là. Et on va être capable d'allouer correctement la bande passante, sachant qu'elle coûte cher, cette bande passante, donc de faire pas mal d'économies. Pareil sur les systèmes de sécurité, plutôt qu'avoir des personnes qui en 24/7 sont continuellement en SOC en train d'analyser les problèmes d'intrusion, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses, ce qui était déjà le cas, comme je le disais tout à l'heure, sur nos systèmes de piratage voix, où tout est 100% automatisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on analyse, on déclenche à chaque client, dès qu'un nouveau client rentre, on déclenche l'analyse, l'étude, enfin le learning. L'apprentissage, merci, par client. Et puis on va analyser les comportements d'appel. Et puis si on considère qu'il y a un comportement qui n'est pas habituel, on va le laisser passer une fois, deux fois, trois fois, et ensuite couper la destination d'appel, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on détecte des anomalies d'appel vers des numéros spéciaux en Afghanistan. Aussi, il y en a, je ne suis pas sûr. Et pour revenir un petit peu sur l'usage, sur les clients, quand tu fais des recherches comme ça, quand tu essayes de trouver des nouvelles solutions, quelle approche tu vas avoir? Est-ce que ça va être plutôt une approche customer driven, donc les clients qui vont te dire nous on voudrait faire ça ou on voudrait faire tel autre usage, ou est-ce que ça va être plutôt customer centric, c'est-à-dire c'est toi qui vas également leur proposer de nouvelles approches parce qu'ils ne savent pas peut-être quelles sont les nouvelles fonctionnalités existantes. Ouais, alors je crois qu'il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects dans le sens où les clients expriment des besoins, notamment quand ils sont dans des métiers, quand on les approche de manière plus verticale. Et donc là, on va être capable de répondre à des problématiques. Alors c'est tout le cadre des services clients, hein, par exemple. Alors c'est relativement vertical, mais c'est aussi par métier aussi. Donc on va être capable, par ces besoins, d'imaginer des solutions pour répondre aux attentes clients. Et c'est un peu la base, hein. On n'est pas là pour faire de la technologie et chercher à la vendre, on est là pour répondre à des problématiques clients via la technologie. Donc ça, c'est évidemment une des choses. Et puis ensuite, il y a l'innovation, la capacité à anticiper des besoins de demain, ou être capable d'amener un facteur de différenciation par rapport à nos concurrents. Donc imaginer l'avenir d'une certaine manière pour être un peu plus anticipatif et innovant. C'est pas toujours simple de demander aux clients ce qu'ils veulent quand ils ne savent pas exactement ce qui est possible. C'est ce que disait Henry Ford, on en parlait. Il disait toujours, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient juste dit des chevaux plus rapides. Et Erwan, comment vous... En fait, déjà, nous, on a ce qu'on appelle les user groups, ce qui permet de réunir les clients ensemble et puis savoir avoir leur ressenti. Et puis quelque chose qui permet d'accélérer énormément, c'est justement cette ouverture avec les API. Parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de développer sur nos applications et d'intégrer n'importe quel bout de notre application pour les mettre dans des choses qui, eux, connaissent mieux que nous, puisque c'est leur métier. Et donc, le fait d'avoir ouvert les API de nos applis,
nous permet d'avoir un retour beaucoup plus interactif avec nos clients que dans le passé, où il y a une dizaine, quinzaine d'années, où c'était plutôt nos ingénieurs qui essayaient de mettre sur le marché des solutions en croisant les doigts que ça allait être intéressant pour nos clients finaux. Le fait d'avoir ouvert complètement nos API permet justement à nos clients de faire eux-mêmes des développements, d'avoir des équipes de dev et de les appliquer et de les utiliser au mieux par rapport à leurs besoins personnels et par rapport à leur secteur d'activité. Et ça, c'est un retour qu'ils nous font et qui nous permet d'améliorer nos produits et d'apporter de nouvelles fonctionnalités. Ludovic, on n'en est qu'au début. Et comment on fait là pour essayer d'avancer, pour essayer de réfléchir, pour essayer d'aider nos clients justement à faire les bons choix, à poser les premières pierres? Je reviens en plus sur le customer centric aussi, juste pour ajouter. Nous, on a fait un test justement sur Empower où on a essayé de vendre à des clients qui étaient de différentes tailles. Il y a en effet des verticales différentes qui imposent des contraintes différentes, mais il y a aussi différentes tailles d'entreprises. On a remarqué que justement sur les personnes qui étaient plus de 50 à utiliser la solution, des solutions d'analyse conversationnelle, c'était normal pour eux d'avoir ça aujourd'hui. C'est quelque chose de complètement mainstream. En revanche, les tout petits, qui sont 3, 4, 5, 6, 10, trouvaient ça hyper innovant et n'avaient même pas eu l'idée de se dire ok, je peux peut-être avoir des résumés de mes conversations directement dans Ringover. Je peux peut-être avoir mes pain points qui sont sortis, etc., directement et poussés dans mon CRM. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu conscience qu'ils pouvaient faire ça. Donc c'est aussi intéressant la brique de valeur qu'on va donner justement aux très gros. On va pouvoir aussi la faire de façon... En tout cas, l'adresser de façon peut-être plus abordable pour les plus petits, leur donner aussi l'opportunité d'avoir des outils de grande qualité et qui leur permettent d'améliorer aussi leur relation client. Et je m'excuse, est-ce que tu peux me reposer ta question ? Ma question, c'était comment est-ce qu'on construit la prochaine étape? Comment réfléchir, comment se préparer avec l'intelligence artificielle ou pas? Comme nous le disait Virginie tout à l'heure, ce n'est pas une obligation. Mais comment est-ce qu'on peut choisir un peu les outils et se former? Ça répond un peu dans cette logique de customer driven ou customer centric. Comment, sans connaître ce qui est possible, on peut essayer de réfléchir à poser les premières pierres sans trop se tromper? Alors, tout le monde va se tromper, forcément. On va se tromper. Et profiter de nos erreurs, oui. On va apprendre aux erreurs, on va proposer des choses qui sont innovantes, ajouter de la valeur justement dans ces différents produits. On va prendre des retours, beaucoup, des clients c'est eux qui travaillent avec l'outil, et nous aussi, mais ils ont des cas d'usage différents, comme on disait tout à l'heure. On va prendre ces retours, on va essayer vraiment de pouvoir, comme on disait tout à l'heure avec Virginie, l'IA sert à justement enlever la pain, enlever tout ce qui est rébarbatif, ce qui est répétitif. On peut concentrer l'humain sur vraiment la valeur, et donc on va prendre chacun de ces sujets, et puis tout ce qui est répétitif, tout ce qui, je ne sais plus qui l'a dit, devrait être fait par un stagiaire, et on va essayer de voir si on peut l'automatiser, et l'IA est un outil parmi d'autres qui permet justement de résoudre ces pain points. Laurent, c'est ce que tu appelles détecter des patterns, toi, définir des chemins d'évolution, des profils d'évolution? Oui, je crois qu'en effet, l'innovation, elle vient avant tout d'une réponse aux attentes des besoins clients. Alors, on peut, via l'IA, automatiser ces analyses et analyser les comportements de nos clients et voir ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, et peut-être même imaginer des nouveaux usages. L'IA est un outil comme un autre pour répondre à des problématiques. L'IA ne va pas répondre à tout, c'est évident. Donc l'innovation, on la trouve de différentes manières, mais pas simplement par l'intelligence artificielle, heureusement. Moi, en l'occurrence, je suis responsable des alliances stratégiques, donc je passe mon temps à regarder des partenariats technologiques potentiels qui peuvent enrichir nos solutions, souvent des startups. Et puis en fait, c'est ces startups qui nous donnent aussi beaucoup d'idées. Donc on le fait, je pense, avec beaucoup de curiosité d'abord et d'intérêt pour les besoins clients, répondre aux besoins clients. Encore une fois, je pense que c'est le cœur de tout. Christophe, de votre côté, comment vous gérez cette R&D ? Alors, le premier point, c'est qu'on ne fait pas forcément de l'IA pour de l'IA. L'IA, ça a été dit tout à l'heure, c'est un outil, effectivement, et c'est une des possibilités. Et on ne fait pas que ça, il y a d'autres domaines de recherche. Après, oui, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant. Moi, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Luc Julia, qui est le papa de Siri, qui l'a revendu à Steve Jobs, qui a écrit un bouquin qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Il parle d'intelligence améliorée. Je pense que c'est ça qui est important. L'apport de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité, comme partout, c'est que ça va être complémentaire. On se rend compte que si on essaye de faire la même chose, une machine, la même chose qu'un être humain,
Oui, mais ça ne sera pas forcément très pertinent. En revanche, si on lui fait faire des choses là où l'être humain n'est pas bon, là, ça devient intéressant. Notamment la machine, et l'intelligence artificielle ou le machine learning ou le deep learning, selon les cas, ça va être très fort et très pertinent pour gérer des gros volumes de données, pour faire de la catégorisation, pour sortir des tendances, pour sortir des modèles. Et on sait que là-dessus, l'humain n'est pas très bon. Donc nous, on est sur des phases de recherche, par exemple, pour créer des assistants d'analystes. Une des problématiques des SOC aujourd'hui, c'est que les analystes sont noyés sous les événements parce qu'on remonte beaucoup de logs, on remonte beaucoup d'infos, et puis au final, on corrèle, mais il y a quand même énormément d'événements qui remontent. Fort heureusement, tous ces événements ne sont pas des attaques, mais pendant qu'on traite un événement qui n'en est pas une, peut-être qu'on laisse de côté un événement qui potentiellement en est une, et du coup, on prend du retard sur la détection. Donc l'idée, c'est d'avoir des assistants d'analyse. Donc on est sur le principe est assez simple finalement, c'est des réseaux de neurones profonds, et sur lequel on intègre, nous, l'apprentissage qu'on a depuis 10 ans sur la génération de signatures, par exemple. Donc ça arrive prééduqué, donc c'est l'avantage, ça fonctionne à l'instant T. Et en 100 millisecondes, sur un événement donné, ça peut dire c'est un faux positif ou ça n'en est pas un. Ou je sais pas, en fait. C'est un faux positif ou je sais pas. Donc quand c'est je sais pas, on transfère à la liste, et puis quand c'est faux positif, on discarde l'événement et on ne le transmet pas aux analystes. Avec ces méthodes-là, aujourd'hui, on est sur des estimations à peu près de 80% de faux positifs supprimés. Il reste 20% d'événements, et ces 20%-là, on ne va pas les chercher. En tout cas, pas aujourd'hui, et pas avec les technologies actuelles, et probablement pas avec le deep learning, parce qu'on n'arrive pas à améliorer. Alors peut-être que dans l'avenir, ça sera le cas. Et on fait des recherches là-dessus. Mais voilà, c'est plus de trouver... Ce qui est vraiment intéressant, c'est de trouver des cas d'usage. Ce que je disais avant de commencer cette réponse, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On utilise l'IA parce que ça rend un service à un moment donné et parce que ça correspond. Et donc, effectivement, si on arrive aujourd'hui à diminuer les événements que traitent les analystes, ils seront plus efficaces parce qu'ils vont traiter moins d'événements mathématiquement. 2, on aura peut-être plus une chance de les garder parce que c'est aussi un vrai problème. Dans les SOC, il y a un turnover important et c'est assez compliqué à gérer, parce que les gens se lassent, tout simplement. C'est pas des métiers qui sont faciles. Donc voilà, on répond à des vraies problématiques clients à travers, effectivement, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle. Mais c'est pas la seule zone de recherche. Nous, on a plein d'innovations autour des ASIC, par exemple, pour avoir des équipements qui soient plus performants. Les flux augmentant, à un moment donné, on a une problématique de traiter plus de flux dans le même temps. Avoir aussi beaucoup de recherche autour de ce qu'on appelle la convergence réseau et sécurité. Aujourd'hui, on le voit, c'est des domaines qui sont très liés, qui convergent. Alors, on l'a vu avec le SD-WAN, le SSE, le SASI, plein d'acronymes barbares. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Ce que veulent les clients, finalement, c'est des connectivités agiles qui répondent aux besoins métiers qui sont mouvants, mais en sécurité. Donc voilà, il y a aussi des zones de recherche là. Enfin voilà, il y a plein de domaines dans lesquels on va créer. Et effectivement, ce qui est le plus dur à définir, et en tout cas à deviner, c'est l'avenir, forcément. Donc on peut aussi se tromper, et on va probablement aussi se tromper, mais on essaye de voir quels sont les besoins qu'il y aura. Alors, on va parler 3-5 ans. Au-delà, on ne cherche pas... je pense que ça serait présomptueux d'avoir une vision claire. Et on le fait aussi avec beaucoup d'échanges avec nos clients. C'est une de mes fonctions. Je vais voir les RSSI des grands groupes pour essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, leurs enjeux, et quels seront leurs enjeux dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Voilà. Et puis, du coup, essayer de voir comment on peut faire pour les aider. L'intelligence artificielle, ça peut lire un livre en 22 secondes, mais malheureusement pour nous, le temps va toujours à la même vitesse et 1 heure, ça passe toujours très vite. Avant de terminer, j'aimerais que chacun d'entre vous me donne une petite conclusion, un petit peu, puisque là on parlait de l'innovation, pour revenir sur la thématique de notre table ronde aujourd'hui. Pour notre usage propre en tant que société des réseaux et télécoms ou pour nos clients, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, tout de suite, maintenant, sans attendre? Erwan, je peux te demander de commencer? Venez à nos webinaires et mettez-vous sur notre newsletter, vous aurez toutes les informations. Non, blague à part, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important. On met beaucoup d'argent là, chez Ring Central sur la partie développement. On met 300 millions de dollars aujourd'hui en R&D tous les ans. Donc il n'y a pas 300 millions de dollars sur l'intelligence artificielle, mais c'est une partie de nos investissements qui sont dedans. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je ne peux pas vous dire quoi parce qu'il y a des choses que je ne connais même pas. Il y a des choses que personne ne connaît, même nos ingénieurs de R&D, parce que ça va super vite. Comme disait Virginie, on ne va pas mettre l'intelligence artificielle à toute sauce. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut vraiment avoir des applications qui servent à quelque chose. Donc on en a déjà beaucoup qui sont utiles. Je vous ai donné 2 exemples que j'utilise au quotidien, mais il y en a plein d'autres. Donc informez-vous, allez voir ce qui se passe, allez voir chez Ring Central, allez voir chez les autres constructeurs. Et faites-vous votre propre opinion. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer.
Laurent, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Je crois que le bon conseil, c'est de tester et d'utiliser l'intelligence artificielle, parce que c'est en fait certainement une nouvelle manière de déployer, d'accélérer la puissance de l'homme, d'une certaine manière. Avec l'ère de l'industrialisation, on a fait des machines pour remplacer la force des bras. Maintenant, on a l'intelligence artificielle qui permet d'accélérer la force du cerveau, la puissance du cerveau. Donc évidemment, il faut tester l'intelligence artificielle. Il faut d'abord réfléchir évidemment au contexte, aux objectifs, à la qualité de la donnée qu'on va utiliser. Mais l'intelligence artificielle c'est vraiment un salarié en plus dans l'entreprise. Alors c'est étonnant parce que c'est un salarié mais qui a une scalabilité incroyable puisqu'il suffit d'augmenter la puissance serveur d'une certaine manière et puis on a 10 000 salariés. On a aussi un salarié qui ne mange pas, qui ne dort pas, donc qui fait du 24/7. C'est pas mal aussi en efficacité. C'est plus un salarié là. Quoi ? C'est plus un salarié alors. Il est virtuel, il est artificiel. Il est aussi multilingue, il est capable de parler 40 langues, hein, donc c'est quand même rare de nos jours. Donc c'est important, je pense, d'utiliser les bénéfices de ces technologies, de les utiliser de manière prudente. Il faut évidemment réfléchir à l'intégrité des données, la protection des données des clients, la localisation des données, c'est évident. Il faut le faire de manière prudente, mais il faut absolument y aller. Et comme je le disais, en fait, on a mis à tous les éléments de la chaîne à notre niveau, que ce soit pour tester le code, faire du code, que ce soit pour mesurer ou protéger les infrastructures, les bandes passantes, etc., que ce soit pour nos services clients et nos services partenaires, enfin au support au support commercial et au support technique. On l'intègre un peu partout. Aujourd'hui, intégrer un bot, c'est un peu sur tous les sites web, donc on a un peu tous commencé. Et puis on a besoin de bots aussi sur les applications pour accompagner les utilisateurs. Donc voilà, pour moi, aucun doute, il faut avancer, il faut tester, il faut déployer. Il faut y aller prudemment avec des vrais objectifs. Voilà. Ludovic, quel conseil pour exploiter toutes les données, l'or noir que nous avons devant nous? Alors, conseil, il va falloir... ça change très très vite aujourd'hui, le monde de l'intelligence artificielle. Il faut arriver à suivre. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Allez sur GameFace, venez voir aussi ce que font nos différents produits. Je pense qu'ils sont tous intéressants. Et on disait tout à l'heure, quand on discutait autour du café, qu'aujourd'hui, un ingénieur, c'est normal qu'il utilise ChatGPT. Okay, c'est une compétence, je pense, aujourd'hui qui est normale. Donc on disait, est-ce que faire de l'IA tout de suite, c'est prendre de l'avance? Je pense qu'on est en fait dans une phase où aujourd'hui, c'est normal d'utiliser l'IA dans nos métiers, que ce soit du CRM, que ce soit des télécoms, que ce soit du réseau. C'est complètement vital. Attention à la data, faites attention vraiment à vos données. C'est hyper important et c'est passionnant parce que c'est vraiment des sujets, les embeddings, tous les LLM qui sortent dédiés justement à ces sujets-là. C'est un or noir, oui, c'est pas encore au prix du pétrole aujourd'hui, mais l'IA est incontournable aujourd'hui. C'est une compétence d'ailleurs dans certaines entreprises, les prompt engineers ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment, on vit avec aujourd'hui. Hein, c'est peut-être à peu près né dans l'imaginaire collectif en octobre 2022, mais en fait aujourd'hui on vit avec, on travaille avec. Ça nous aide, ça élimine les pain points, ça élimine tout le travail rébarbatif et on avait l'habitude de dire voilà, l'IA ne remplace pas l'humain, mais en tout cas il le sublime. Merci. Christophe, un petit mot de conclusion. L'IA, oui, mais sécurisé? Oui, alors sécurisé, effectivement. Mais je dirais que l'IA fait partie de nos vies, et à la fois professionnelles et personnelles. Et je pense que c'est inscrit durablement dans nos vies. Donc il faut effectivement l'utiliser. Peut-être, pas un bémol, mais attention à ce qu'on en attend. Effectivement, ce n'est pas la réponse à tout. Ça répond à certaines problématiques et c'est un outil merveilleux. Par contre, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces parce qu'on risque d'être déçu. L'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps. Hein. On peut considérer
dirait que c'est Turing qui l'a inventé donc il y a quand même quelques années. Et on a connu un certain nombre d'hivers. Certains de ces hivers ont été liés au fait qu'on attendait beaucoup trop et on pensait que ça allait résoudre des problématiques que l'IA n'est pas capable de résoudre ni à l'époque ni aujourd'hui. Alors peut-être que demain ça sera le cas, mais en revanche oui, ça fait partie de nos vies et dans plein de domaines. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est les notions de jumeaux numériques. Nous on fait des recherches là-dessus en disant si on peut créer un jumeau numérique d'un système d'information, peut-être qu'on peut détecter des attaques potentielles avant qu'elles n'atteignent le vrai, le physique. Voilà, c'est des voies de recherche. Donc oui, l'IA, il faut y aller. Il faut juste peut-être se poser 2 minutes pour savoir ce qu'on va en faire et justement que ça ne déçoive pas les attentes si on essaye d'en faire des choses pour lesquelles c'est pas fait pour. On l'a bien compris, autour de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions à te poser. On a essayé de vous apporter quelques réponses avec cette table ronde. En tous les cas, je tiens à vous remercier tous les 4 pour le temps passé à la préparation et pour votre présence ici. Merci.